aujourd'hui que beaucoup de problèmes naissent non pas de la politique, non pas de la religion, mais du développement de la science elle-même, comme la bombe atomique, comme les manipulations génétiques. Alors, il y a une sorte de contradiction, puisque il y a une responsabilité de la science, mais dans laquelle le chercheur est lui-même irresponsable. Et il n'a aucun moyen intellectuel de pouvoir intervenir en tant que scientifique. Il ne peut intervenir qu'en tant qu'honnête homme, comme n'importe qui. Edgar Morin est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Bien connu dans les milieux universitaires et scientifiques, il dirige ses activités dans le sens d'une sociologie et d'une connaissance de l'homme articulée sur la biologie. Pour lui, la science menace aujourd'hui l'être vivant. Mais comment sommes-nous protégés de ces dangers? Nous sommes protégés, si vous voulez, de deux façons. Nous sommes protégés par disons, une éthique humaniste, en gros. C'est-à-dire, c'est une idéologie, disons, qui a rempli, disons, le trou laissé par la religion quand elle a reflué, et qui, en quelque sorte, resacralise l'homme, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, vous voyez très bien que l'on se permet les manipulations, voire les tortures les plus atroces sur les animaux, dans les laboratoires, mais qu'on l'interdit sur l'homme. Sauf, je vous répète, quelques cas limites, comme ça s'est passé à Auschwitz. Parce qu'à ce moment-là, vous avez très bien vu, il n'y a plus d'éthique humaniste, il y a une éthique raciste, de la race. Alors, dès que vous décidez... Si cette éthique humaniste s'effondre, et elle n'est pas très solide parce qu'elle ne repose sur rien. Il y a cette coupure entre la science, disons, et les valeurs qui est terrible. Elle ne repose pas sur la connaissance scientifique. Alors, cette éthique humaniste, c'est la protection généralisée. Parce qu'elle se trouve à l'intérieur de l'esprit de chacun, enfin, de beaucoup de gens, y compris donc les chercheurs et les médecins. Mais on ne peut pas s'en remettre uniquement à la bonne volonté ou à l'éthique morale des chercheurs. En fait, c'est ça qui nous protège, plus effectivement des structures libérales ou démocratiques qui font frein à l'omnipotence, disons, de ces nouveaux monstres qui sont les États, n'est-ce pas? Parce que les États, ce sont des monstres paranoïdes. Au Canada, ça se sent moins parce qu'il n'y a pas eu des conflits permanents avec des voisins. Mais nous, Européens, n'est-ce pas? Et puis quand on voit les superpuissances, leur seul contrôle, c'est la peur qu'ils se font mutuellement. Mais sinon, un État se considère tout permis. Ah, il se considère tout permis à l'extérieur, mais si cet État devient totalitaire, il se considère comme tout permis à l'égard de ses ressortissants. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les scientifiques ont conscience qu'ils sont des manipulateurs, mais eux-mêmes manipulés? Pas tellement, malheureusement, parce que ils vivent dans une conception, je dirais, disjonctive du monde dans lequel ils sont. Ils ont l'impression que la sphère, n'est-ce pas, de la vie sociale est en réalité composée de trois compartiments. Alors, il y a le compartiment de la science, il y a le compartiment des applications de la science, de la technique, et il y a le compartiment de la politique. Alors, ils disent, nous, dans notre compartiment, et dans notre comportement aussi, du reste, nous sommes fidèles aux règles de l'éthique, c'est-à-dire la recherche du vrai, qui elle-même implique, disons, la loyauté dans les expériences, etc. Donc le scientifique est persuadé qu'il est l'exemple des vertus que devrait imiter la société. Alors, quand il considère les applications techniques, ils disent, mais ça, c'est comme c'est la langue d'Ésope, n'est-ce pas, qui peut le mieux et le pire. Ça ne nous regarde pas, ce sont les techniciens. Et si les conséquences sont mauvaises, ça tient aux politiciens. La politique est mauvaise. Alors, par là même, ils s'imaginent, eux, être en dehors, disons, du jeu de la politique. Mais en réalité, les choses sont complexes, c'est-à-dire elles sont interdépendantes. Parce que les scientifiques, à l'origine, au XVIIe siècle, c'était des individus marginaux. Et la science était marginale dans la société. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le développement scientifique? C'est que la science s'est mise au cœur de la société. Aujourd'hui, par exemple, le CNRS en France, mon institution, eh bien, a 100 000 chercheurs et 160 000 techniciens. Bon, c'est quand même, et dans les pays comme les États-Unis, enfin dans tous les pays, la recherche scientifique devient quelque chose de central. Donc, nous sommes une force sociale. Seulement, le pouvoir social produit par la science, qui est énorme, mais il est en miettes au niveau des laboratoires, et il se trouve reconcentré au niveau des instances qui les utilisent, soit les entreprises industrielles, soit les États. La science cherche à connaître, seulement elle cherche un certain type de connaissance, qui est une connaissance opérationnelle. Parce qu'elle a privilégié la connaissance mathématisable,
c'est-à-dire la connaissance qui permet la mesure, donc l'intervention. Et par là même, c'est une connaissance qui a de plus en plus mis entre parenthèses les choses qui peuvent s'appeler la vie, l'homme, l'individu, la chair, l'existence, parce que ce sont des choses, si vous voulez, qui en principe, ne sont pas intéressantes. Alors, par exemple, pour ce qui est intéressant, regardez, actuellement pour le cerveau, on est entré dans la connaissance biochimique du cerveau. Et d'ores et déjà, le fait de savoir que telle ou telle molécule sont liées à des états comme ceux de l'angoisse ou de la colère, va permettre une intervention directement sur le cerveau, sans pourtant connaître le cerveau, c'est-à-dire sans savoir ce que c'est que l'esprit. Alors, nos esprits peuvent intervenir sur nous, sur nos propres esprits, sans même savoir ce que c'est que l'esprit. Donc, une connaissance scientifique qui est une connaissance qui se connaît mal elle-même. C'est une connaissance qui ne se connaît point. Et c'est ça le grand paradoxe. Mais le vrai problème, c'est que non seulement la pensée des problèmes scientifiques est hors de propos du profane, n'est-ce pas, pour qui, effectivement, la lecture des revues scientifiques, c'est de l'hébreu. On retombe, n'est-ce pas, la langue sacrée, la langue profane. Mais en plus, les scientifiques eux-mêmes ne pensent pas leur propre science. Alors, la philosophie est trop extérieure à la science pour la penser, et nous avons un grand trou de pensée, et moi je crois que le problème central, bien entendu, le problème il est multidimensionnel, vous savez, mais c'est comme quand une société a besoin d'un grand changement, c'est tous les secteurs qui doivent changer à la fois, c'est-à-dire c'est l'éducation, c'est la structure économique, c'est la structure politique et c'est la structure mentale. Alors vous ne pouvez pas dire, ça doit commencer là, il faut que ça commence partout à la fois, et c'est très difficile. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est que chacun, où il se trouve, commence lui. Et n'attendent pas que les autres commencent. Et moi, je trouve que c'est un problème de pensée. Il faut être capable, il faut que les scientifiques aient une connaissance qui essaye de se connaître soi-même. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, la vraie modernité de la connaissance, c'est que l'observateur doit s'observer lui-même quand il fait une observation, c'est-à-dire doit s'inclure dans son observation. Le penseur doit savoir qu'il est lui-même inclus dans sa pensée, ce qui est absolument certain, parce que remarquez, nous sommes dans une société, prenez la sociologie, bon, le sociologue qui va essayer de traiter cette société, il n'est pas au-dessus de la société, il est lui-même une cellule de cette société, il est partie prenante, il est influencé par sa culture. Comment va-t-il trouver le point de vue qui aura le maximum d'objectivité possible? C'est tout un travail de pensée où il faut qu'il se regarde lui-même. Autrement dit, l'auto-examen, l'autocritique sont nécessaires, mais vous savez très bien que l'auto-examen a toujours besoin d'autrui pour le corriger. Donc, la discussion, la science est réellement un milieu de discussion. Il n'y a de progrès scientifique que parce qu'il y a conflit entre les théories scientifiques. Mais malheureusement, on ne discute que sur l'application de la connaissance sur les objets extérieurs et jamais sur le retour du regard connaissant sur soi individu et sur soi groupe scientifique. Et c'est ça le besoin réel.